Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 22, le dating burnout. Alors, cet épisode est une série de 2 épisodes sur les sites de rencontres où j'avais envie de proposer et de présenter les 2 faces de ces sites. On va commencer par la face un petit peu plus négative avec cette surutilisation des sites de rencontres qui a un impact sur ta santé mentale. Et pour cet épisode, j'ai voulu interviewer Anna Anthony, qui est l'auteure du livre Factice, qui a elle-même vécu ce dating burnout, qui va en parler avec ses mots. Et dans l'épisode 23, je vais plus te raconter les avantages de ces sites de rencontres. Et si pour toi les sites c'est vraiment quelque chose qui ne te convient pas, alors à ce moment-là, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit qui s'appelle « Comment rencontrer quelqu'un sans appli ». Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Bonne écoute. Alors, dans cet épisode 22, j'ai l'honneur d'avoir comme invitée Anna Anthony, qui est l'auteure du livre Factice et qui, auparavant, a été matchmakeuse, également coach et conceptrice-rédactrice pour le site Abricot. Merci Anna d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Sandy, merci à toi. Je suis ravie d'être ici et de parler de ce sujet hyper intéressant. Alors déjà, si pour toutes les personnes qui écoutent qui n'ont encore pas lu le livre Factice, je vous encourage vraiment à l'acheter parce que c'est déjà, il y a un bon mélange de humour et puis qui aide aussi à... J'ai beaucoup aimé comment tu arrives à décrire tous ces processus qui peuvent se passer dans la tête de quelqu'un en termes de dating. Donc moi, je vous encourage vraiment à le lire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ton livre. Merci. Et puis, tu parles en fait un petit peu de ton alter ego de Nina, qui a ses péripéties et puis qui a, au fur et à mesure de son processus de dating, finalement, elle a basculé dans son utilisation des applications. Et j'avais envie un petit peu de parler de cette évolution et puis de comment, quels ont été le moment un petit peu qui a fait que ça a basculé. Bien sûr, ouais. Si tu regardes un petit peu en arrière, jusqu'à quand, en fait, pour toi, l'utilisation, elle est restée tout à fait... alors, je ne sais pas si on peut dire s'il y a une norme ou pas, mais où il y avait un certain détachement, où ce n'était pas finalement si important que ça. Comment tu décrirais ça ? Ouais, alors déjà, donc c'est vrai, comme tu l'as si bien dit, Nina, c'est bien mon alter ego. Donc, c'est-à-dire que je me suis servie de moi et de mes expériences pour créer un personnage. Donc, il y a beaucoup de similitudes avec moi, évidemment, même si tout n'est pas vrai dans le livre. Donc, effectivement, comme tu dis, le cheminement de Nina, ça a été le mien. Et en fait, j'ai écrit ça parce que déjà, j'avais besoin d'un exutoire. Et ensuite, parce que je me disais que j'étais pas la seule à expérimenter ce genre de choses et de travers sur les apps. Donc, pour répondre à ta question, en fait, j'ai été en couple pendant assez longtemps, pendant quelques années. Et ensuite, j'ai rompu et je suis arrivée à Paris et j'ai commencé à utiliser les applications de rencontres. Et je me souviens, c'était le tout début de Tinder. Et du coup, c'était plutôt drôle au début. Et en fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais une utilisation qui était tout à fait saine, si on peut dire les choses ainsi. C'est-à-dire, je me forçais pas à aller à un rendez-vous juste avec l'espoir fou que la personne soit la bonne. J'y allais vraiment quand j'avais envie d'y aller, en fait. Et si vraiment la personne ne me plaisait pas, je ne persistais pas, en fait. Et en fait, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, quand j'étais en position de détachement, parce que je pense que c'est vraiment ça, j'ai remarqué que j'étais souvent rappelée, en fait. Les personnes avaient envie de me revoir.
Et en fait, petit à petit, ce que j'ai remarqué, c'est que, on va dire que le temps a passé et j'ai eu peut-être une relation qui a duré 3-4 mois, une deuxième de 3-4 mois. Et en fait, petit à petit, donc, ces relations, malheureusement, elles n'ont pas abouti. Et en fait, quand elles n'aboutissaient pas, bah, je me disais, ah mince, il faut vite que je comble le trou que j'ai parce que je suis tellement triste que ça n'ait pas fonctionné qu'il faut vite que je colle un pansement dessus, en fait. Et ce pansement, bah, il était possible de le trouver rapidement et de le coller rapidement grâce aux applications. Et en fait, je pense que c'est là où ça a commencé à devenir une utilisation qui était néfaste. C'est en fait au moment où bah, fondamentalement, on est dans la vie. La vie, c'est une routine. Au boulot, il y a personne que je peux rencontrer. Tous mes copains sont en couple. Donc, en fait, finalement, l'application, ça devient le seul endroit où je peux trouver quelqu'un de célibataire, trouver quelqu'un rapidement. C'est-à-dire, si j'attends dans la vraie vie, en fait, je peux rencontrer quelqu'un, mais bon, moi, je vais attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous parce que la rencontre, elle va être fortuite. Je sais pas, je vais aller à une soirée chez des amis et comme par hasard, je vais. Enfin voilà, en gros, c'est très long. Alors que si je me connecte sur l'application, je sais que potentiellement en une semaine, je peux avoir 3 rendez-vous. Et en fait, du coup, ça a un peu été à partir de là que ça a commencé à être un peu une espèce de frénésie. Et notamment, je pense que ça a aussi été à l'intérieur de moi, ça a été le moment où j'avais vraiment envie d'être avec quelqu'un. C'est-à-dire au début, quand j'ai rompu et que j'ai commencé les rendez-vous, bon, j'avais pas forcément très envie. En fait, j'étais un peu en voie de guérison. Et à partir du moment où je me suis dit, OK, je suis prête, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, bah, là, c'est devenu à outrance, en fait, parce que quelque part, il y a une addiction qui se crée. Bah, je pense que maintenant, on le sait, l'addiction à la dopamine à chaque match, à chaque message. Et je pense que je dois y être très sensible à la dopamine. Parce qu'à partir de là, vraiment, je me suis dit, ben, les semaines où j'avais pas de rendez-vous ou pas de match ou rien du tout, ben, je les trouvais tristes. Et là, j'aimerais rebondir sur la première chose que tu as dit, où quand tu as eu finalement ces relations de 3-4 mois qui n'ont pas marché et où tu as eu finalement la réaction à cet échec ou à ce fait que ça n'a pas marché, ça a été, ah ben, il faut que je trouve quelqu'un. Et c'est souvent de l'expérience que j'ai avec les personnes que j'accompagne, c'est là où des fois ce moment de bascule, il arrive. Parce qu'on essaie, comme tu dis, d'avoir ce pansement de combler. À court terme, plutôt que de prendre le temps de se poser et puis de se dire, OK, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette relation? Exactement. Qu'est-ce que moi, j'ai envie d'avoir comme relation? Quels sont les mécanismes qui ont pu faire que ça a généré la fin ou qu'est-ce que j'ai accepté de l'autre qui ne me convenait pas, etc. Et de faire un petit peu, de se donner le droit de faire un mini deuil de relation, même si c'est pas une relation longue, et puis avant de recommencer, en fait, dans une frénésie je recherche une autre personne. C'est ça, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, en fait, maintenant je le sais, hein, je l'ai analysé après coup, mais je le prenais pas du tout ce temps-là et du coup, bah forcément, je retombais dans une relation où je me disais juste bon bah c'est une relation, le type me plaît et en fait sans vraiment me poser de questions, qu'est-ce que j'accepte de l'autre, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prête à donner et du coup forcément bah ça marchait pas non plus et c'est un cercle vicieux en fait. Quand tu as dit que tu as senti que tu avais basculé, quels ont été pour toi les signes où tu t'es rendu compte que tu devenais addict à cette dopamine, en fait? Alors les signes, je pense qu'il y avait, il y a une chose très marquante, c'est que je me rendais compte petit à petit que j'acceptais d'aller à des rendez-vous de personnes qui m'auraient pas spécialement plu avant. Donc il y a ça, et ensuite il y avait quand j'allais à un rendez-vous et que je me rendais compte que bon bah oui, la personne elle me plaît en face de moi, mais bon je pense qu'on n'a pas non plus grand-chose en commun, ou alors il a dit des choses, je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Bah en fait je persistais quand même. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un mur et que même s'il y avait le mur que je le voyais en face de moi, bah je me disais bah c'est pas grave, je vais réussir à l'éviter. Et en fait non, malheureusement je ne l'évitais pas. Donc il y avait ça, et après j'ai essayé donc plusieurs fois de enlever toutes mes applications pour ne plus y aller. Et en fait, c'est là où c'est complètement fou, quoi. C'est absurde. Je me rendais compte que je n'arrivais pas à ne plus y aller. C'est-à-dire, je désactivais pendant une semaine et ensuite j'étais taraudée en fait par la volonté de savoir si quelqu'un m'avait envoyé un message, si j'avais eu des matchs en plus. Donc en fait, j'y retournais et je replanifiais un rendez-vous et ainsi de suite. Et du coup, ça continuait, quoi, en fait. Et j'arrivais pas à me détacher de cette sensation que si jamais je n'y allais pas, bah, ma vie, elle était ennuyeuse, en fait.
a été ennuyeuse parce que c'était une routine où j'allais au travail tous les jours, où je voyais les mêmes amis tous les jours et il n'y avait pas de possibilité de rencontre, quoi, en fait. Oui. J'aimerais rebondir sur deux choses que tu as dit parce que, en effet, pour moi, le point commun des personnes que j'ai accompagnées qui ont eu plus souvent, en fait, cette addiction aux applications, elles ont souvent un lien plus ou moins fort avec cette blessure de la trahison. Donc, la blessure de la trahison, en fait, c'est le côté de pas forcément respecter ses propres limites ou ses propres besoins. Donc, on un peu aller dans cette tendance des extrêmes et des excès. Et bien sûr, une application avec ce shot de dopamine, c'est un grand, on va dire, gouffre Ah pour oui. aller au-delà, en fait, de ce qui est bon pour nous, pour aller finalement en dehors. Et c'est intéressant parce que juste après, tu as dit, finalement, je me suis rendu compte que j'allais à des rendez-vous, je n'avais pas trop envie, où je continuais des choses que j'avais pas trop envie. Et c'est à nouveau une nouvelle forme de cette blessure de la trahison, en fait. D'accord, ouais, je vois. Effectivement, en tout cas, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à combler, quoi. Ouais. Je savais que j'avais l'impression, en fait, que ma vie seule et pas partagée avec quelqu'un n'avait pas vraiment de valeur. Et du coup, d'où le fait qu'il fallait à tout prix trouver quelqu'un et partager ces moments avec quelqu'un, quoi, en fait. Oui, et puis alors que c'est l'inverse en fait, c'est plus tu te construis un moi fort et que tu es heureux dans ta vie en fait, plus tu deviens le partenaire idéal déjà parce que tu dépends pas à 100% de l'autre et plus en fait ça se passe plus simplement en fait dans une relation avec les autres. Ah oui, bien sûr, c'est ce que j'ai pu comprendre par la suite. Alors je voudrais rajouter en fait quelques signaux pour le dating burn-out. Pour moi, j'ai essayé de lister un peu une liste un peu plus exhaustive. Et si je devais faire une liste de ces signaux, je dirais le premier, c'est de sentir que finalement, cette estime de soi, de manière générale, elle baisse en fait. Qu'à chaque fois qu'on a son dialogue intérieur, il devient de plus en plus négatif ou défaitiste ou qu'on a ce sentiment de ne pas avoir une vie ou pas heureux un peu comme ça dans sa vie. Tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis. Et oui, je ne l'ai pas mentionné, mais ça a été forcément, en fait, comme ça devenait une addiction, ça devenait néfaste. Et il y avait ce côté, en fait, à chaque fois, c'est toujours des échecs, mais je continue, je persiste et je perdais complètement confiance en moi. Mais vraiment complètement, quoi. J'avais pas de valeur, en fait. J'étais devenue une personne sans valeur. Oui, et ça s'étend pas seulement à l'amour, mais vraiment C'est à ça, tous les toutes les domaines. Ouais. sphères, exactement. Un autre symptôme aussi que j'ai souvent remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un chat ou qu'il y a un ghosting, que en fait on le prend de plus en plus lourd et difficile comme un échec absolu. Même chose s'il n'y a pas de match, pas de message. Donc, un peu comme tu as dit, c'est cet aspect en fait de dopamine. Si j'ai pas eu tant de messages, ça veut dire quelque chose de moi. De moi, exactement, de moi, ouais. Et cette espèce de frénésie en fait que tu as décrit, c'est que si ça marche pas, en fait, au lieu de se poser la question, ok, mais pourquoi peut-être ça marche pas? Est-ce que il y a quelque chose de plus profond à travailler? J'ai souvent remarqué qu'il y a cette espèce d'effet inverse en fait, où la personne devient encore plus active, où elle se met encore plus la pression, vraiment avec dans la tête, il faut que ça marche maintenant. Exactement. C'est tout à fait ça, une espèce d'urgence. Exactement, oui. Comme si ça doit être accéléré, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Non, franchement, j'aurais pas mieux dit. Et puis, les deux derniers points, je dirais, des fois, où la personne, elle se rencontre, en fait, presque par mégarde qu'elle est sur les applications pour tuer le temps ou dès qu'elle s'ennuie, un peu comme on peut se retrouver sur Instagram des fois en se disant « Oh, mais je suis sur l'application, c'est pas possible ». Un peu par réflexe, en fait. C'est très vrai. Et d'ailleurs, du coup, ça me rappelle une anecdote très courte justement à ce sujet. Il y a un moment aussi où je me suis rendu compte que vraiment ça prenait trop de place. C'est quand un samedi soir, bon, j'étais un petit peu fatiguée et des amis m'avaient proposé de sortir.
Et je me suis dit, bah non, parce que je sais que si je sors dans un bar, en fait, je sais que je vais rencontrer personne, quoi. C'est toujours comme ça. Et du coup, je préférais rester chez moi, regarder un film et swiper. En me disant, bah, si je swipe samedi soir, demain, dimanche matin, j'aurai plein de matchs et la semaine prochaine, j'organiserai mes rendez-vous. Oui, merci pour ce partage parce que c'est vrai que ça, j'espère que ça va permettre à pas mal de gens d'arriver à reconnaître en fait si cette tendance arrive, parce que je pense que c'est là où il faut vraiment après travailler en bienveillance avec soi-même et se dire là, il y a peut-être ma relation avec ces applications, elle doit changer. Ouais, tout à fait. Donc, je ferai un épisode où je donnerai mes conseils spécifiques. Pour moi, là, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est une fois que tu t'es rendu compte de ça et que tu as compris en fait que c'était pas une relation qui était saine pour toi. Est-ce que tu as fait une reprise? Est-ce que tu es retourné ensuite sur les sites ou est-ce que tu as totalement arrêté? Comment ça s'est passé pour toi après? Alors, donc, du coup, je me suis rendu compte à un moment qu'en fait, je perdais complètement confiance en moi. Et il y avait quelque chose d'étrange, c'est que j'avais l'impression que sur les applications, j'avais pas de succès. Alors qu'en vrai, je veux dire, je suis pas voilà, parfaite, mais j'ai assez confiance en moi dans la réalité pour me dire, je suis plutôt jolie, je plais, etc. Or, sur les applications, c'était pas du tout ça. J'avais l'impression d'être vraiment nulle, quoi, inintéressante. Et en fait, je me suis dit, bon, maintenant, il faut vraiment couper parce que je commence à plonger dans une déprime totale, quoi, on va dire. Donc, en fait, j'ai essayé de couper plusieurs fois. À chaque fois, j'y revenais. Je me disais, ah mince, j'essaye d'arrêter. Et à chaque fois, j'y retourne en me disant, oui, peut-être un dernier, allez, encore un. Et en fait, il y a eu une anecdote qui m'a vraiment vaccinée, qui m'a dégoûtée, en fait, donc très, très rapidement, parce que je ne vais pas raconter toute l'histoire. Donc, en gros, j'ai commencé à discuter avec un homme sur Appen. Et en fait, il paraissait, pour une fois, je me disais, bon, essaye d'aller vers le genre d'homme vers lequel t'as pas l'habitude d'aller. Donc, ne va pas vers le type qui a ultra confiance en lui, ultra beau gosse. Essaye d'aller vers quelqu'un peut-être qui paraît plus réservé, plus timide, plus. Donc, je commence à discuter avec un homme donc qui, au premier abord, me plaît pas forcément énormément, mais je me dis, bon, on va creuser. On commence à discuter, très intéressant. Voilà, donc ensuite on décide de prendre un verre, on prend un verre, ça se passe très bien. Il est un petit peu timide, donc c'est l'inverse du genre d'homme que j'ai l'habitude de voir. Et en fait, le verre se passe très bien. Et après, en partant, il me dit et Anna, est-ce que ça te dirait qu'on se revoie? Donc moi, je dis bah oui, avec plaisir. Si tu veux, on peut se faire l'expo dont on a parlé pendant le rendez-vous. Il me dit oui, ça marche. Et donc je lui dis par contre, je n'ai pas ton numéro, donc est-ce que tu peux me l'envoyer sur l'application? Comme ça, on peut discuter plutôt par WhatsApp. Ça sera plus simple. Il me dit oui, pas de souci. Et là, il s'en va et je rentre chez moi et je réalise qu'il m'a bloqué. Et là, ça a été la goutte d'eau. Je me suis dit ah non, mais là, c'est ce genre de comportement en fait, c'est plus possible. Là, je peux plus quoi. En fait, c'est surtout venant de quelqu'un que je trouvais plutôt timide, plutôt réservé, pas forcément le genre de type qui s'en fout de toutes les filles et de tout le monde quoi, on va dire. Et là, ça m'a vaccinée et j'ai vraiment réussi à arrêter à ce moment-là, en fait. Et je me suis dit, je vais me recentrer sur moi-même et sur des activités aussi, surtout dans in real life, quoi, en fait. Donc, j'ai vraiment arrêté toutes les applis à ce moment-là. J'en avais marre, en fait, de ces travers, des manières dont on se traite les uns les autres dessus. Et donc là, j'ai tout arrêté et je me suis dit, je vais me recentrer sur moi. Donc, au début, c'était très dur parce que je manquais de dopamine, en fait. Voilà, c'était toujours ça le problème. Et du coup, je me suis inscrite à un groupe de course à pied où j'ai rencontré des vraies personnes en chair et en os. Donc, pendant 3 mois, je suis plus allée sur aucune appli. Et en fait, ça a été un apprentissage et en même temps, je regrette pas. Mais finalement, il m'est arrivé le même genre d'histoire en vrai que sur l'appli, quoi. Et je me suis dit, bon, ça doit pas être des comportements que d'application. En fait, c'est juste la vie et l'amour au 21e siècle, quoi. C'est comme ça. Les gens se comportent comme ça. Mais je me suis dit, ça m'a fait du bien quand même de rencontrer des vraies personnes. Et surtout, en fait, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que mon estime de moi, elle est remontée. Parce qu'en fait, en vrai, j'avais l'impression d'avoir un autre succès que j'avais pas sur les applications. Parce qu'en vrai, il y a le charme, il y a juste tout simplement nouer des liens avec des gens, en fait, et se rendre compte qu'on a des atomes crochus. Et du coup, voilà, à ce moment-là, j'ai totalement arrêté. Jusqu'à un jour où une copine m'a convaincue d'aller sur une application qui s'appelait OkCupid.
Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais me réinscrire, mais j'étais vraiment très, très détachée, en fait. Et donc, je m'y suis réinscrite en étant très détachée. Et là, j'ai fait un seul rendez-vous et puis j'ai rencontré mon copain. Ça, là, tu as donné plein de pépites, en fait. Donc, si je peux me permettre de ressortir Oui, de ce que tu as dit, des bien choses sûr. qui me paraissaient importantes, c'est déjà la première chose, c'est en effet, quand on arrête une application, on est en manque de dopamine. Exactement. Et se mettre à courir, ça produit énormément de dopamine. Ah, bah tu vois, j'avais même pas envisagé les choses sous cet angle, mais tu as entièrement raison. Ouais, Ça aide vraiment à sortir d'une addiction. Donc après, il ne faut pas partir dans l'addiction de la course, ça bien c'est sûr. encore autre chose. Mais ce qui peut aider en fait justement à passer ce cap, c'est si tu veux, ton corps, il est vraiment en manque de cette hormone. Donc de le compenser, il y a le sport comme la dopamine, il y a aussi tout ce qui est douche froide. Alors, ce Ah, petit stress en fait du corps, ça aide en fait à produire toi ton niveau de dopamine, d'élever ton niveau de dopamine. Donc, de compenser par le corps le temps en fait que le corps il se déshabitue du niveau de dopamine qu'il avait et qu'il soit un peu contrebalancé. d'accord. Ça, c'est vraiment un bon tip que tu as donné. La deuxième chose que j'avais envie de rebondir, c'est, oui, en effet, pour moi, et je pense que si ça marche pas sur une application, c'est pas forcément que la problématique de l'application, c'est souvent tous les schémas un petit peu plus profonds qui font que on répète la même chose, soit dans la vraie vie et puis ou dans les applications, et que cette remise en question de toi, ce travail un peu plus en profondeur que tu as fait, finalement, il a porté ses fruits parce que quand tu t'es réinscrit en ayant une utilisation bienveillante, tu as rencontré la personne, ton partenaire en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Et en ayant une utilisation surtout détachée, en fait. C'est-à-dire, j'attendais plus rien. Et le fait d'avoir pris 3, 4 mois pour me recentrer sur moi et me redécouvrir moi-même, en fait, je me mettais à me dire qui je suis en tant que personne. Et par exemple, je m'étais remise à écrire alors que j'avais pas écrit depuis plusieurs années. Et je m'étais remise à écrire et je me disais qui je suis en tant que personne. Je suis quelqu'un qui aime le sport, qui aime la musique, qui aime écrire, qui aime. Et en fait, ça me permettait de savoir aussi à nouveau qui j'étais en fait, parce que je m'étais un peu perdue sur les applications à force d'enchaîner des rendez-vous avec n'importe qui en fait, juste pour avoir. Mais par contre, j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est quand je me suis inscrite au groupe de course à pied et que j'ai eu une déconvenue un peu similaire à ce que j'avais pu avoir avec un homme du groupe de course à pied, je me suis rendu compte que j'avais reproduit le même schéma. C'est-à-dire, il me plaisait pas spécialement, mais il m'a fait du rentre-dedans pendant longtemps, et du coup, j'ai fini par céder alors qu'il me plaisait pas. Et du coup, à nouveau, en fait, c'était moi qui étais responsable en fait un peu de cet échec parce que j'avais dérogé à mes principes en fait, et je m'étais dit j'avais pris quelque chose dont j'avais pas vraiment envie en fait. Et du coup, encore une fois, c'était aussi une bonne leçon, enfin une expérience intéressante. Mais ça, en tout cas, voilà, pendant les 3 mois où j'ai arrêté, 3, 4 mois où j'ai arrêté les applis, j'ai vraiment je me suis recentrée sur moi, quoi, en fait. De quoi j'ai envie? Qui suis-je seule et pas avec quelqu'un? Ça, ce que tu viens de dire, en fait, c'était une répétition de cette blessure de trahison. Et en fait, l'enjeu de quelqu'un qui a la blessure de trahison, c'est l'alignement avec soi-même. Donc, quand on veut quelque chose, de ne pas dire oui à quelque chose qu'on ne veut pas, tu vois, de retrouver dans cet alignement. C'est Tout à exactement fait. ce travail de fond, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Merci pour ce témoignage. Et puis, j'aimerais terminer cette interview par deux choses que tu pourrais donner comme conseil, en fait, aux personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui, pour toi, t'a aidé à changer ta vision de l'amour? Et quel est le conseil que tu donnerais aux personnes pour s'ouvrir à l'amour? Alors, donc pour changer ma vision de l'amour, en fait, il a vraiment fallu que je comprenne quelque chose, c'est que pendant longtemps, en fait, j'ai accusé la fatalité. Et je me disais, ah, mais non, mes histoires, elles marchent pas, mais de toute façon, il n'y a que des connards, blablabla. Et en fait, j'ai enfin compris, donc ce que tu disais il y a quelques minutes, c'est qu'on a tous des schémas répétitifs, destructeurs, dans lesquels on persiste. Et en fait, si tu te rends pas compte de ce schéma et si tu ne veux pas le corriger, ta vie amoureuse, elle marchera jamais, en fait. Et c'est pas à cause de la fatalité ou parce que la vie est horrible ou le monde est méchant.
c'est en fait toi qui te diriges sciemment vers le même type d'histoire ou le même type d'homme. Et en fait, j'ai fait un énorme travail du coup à ce moment-là et j'ai essayé de regarder quel était le point commun de toutes mes relations qui n'avaient pas marché. Vers quel type d'homme j'étais allée et je me suis rendu compte en fait que j'allais toujours vers le même type d'homme qui ne me convenait pas en fait. J'allais vers des personnes très charismatiques qui avaient très confiance en elles alors que moi je suis en insécurité amoureuse. Et donc forcément ça marchait pas. La personne ne pouvait pas me donner ce que je voulais qui réussirait à m'apaiser. Donc du coup ça a été la première chose. Je pense vraiment que s'il y a beaucoup d'échecs répétitifs, il faut faire une introspection pour voir en fait qu'est-ce qui est commun dans ces histoires et qu'est-ce qu'il faut changer. Et après, la deuxième chose, c'est changer. Et changer, c'est très dur parce qu'on a toujours tendance à aller vers les mêmes personnes et on veut pas, on se dit que les autres personnes ne nous plairont pas, mais il faut changer. Et en fait, au bout du compte, on découvre que il y a d'autres personnes qui nous conviennent et avec qui ça marche très bien. Et qu'en fait, pendant des années, on a juste persisté à aller vers les mauvaises personnes. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de faire ce processus d'introspection. Et ensuite, une deuxième chose qu'il faut faire aussi, je pense, c'est un peu désacraliser l'amour et se rendre compte qu'en fait, finalement, alors oui, la vie, elle est mieux en étant partagée, ça c'est sûr, je suis totalement d'accord. Que oui, au bout d'un moment, quand on est seul, on finit par se dire, j'aimerais bien partager des moments avec quelqu'un, j'aimerais bien ne pas être seul, tout. Et oui, il y a aussi les dictats de la société, il y a une énorme pression sociale sur le couple. Quand on commence à avoir 30 ans et que tous les amis sont en couple ou commencent à faire des enfants, on se rend compte qu'on est un peu seul et que nous, on aimerait bien aussi connaître ce bonheur-là et que les gens commencent à partir en vacances en famille. Donc, nous, on se retrouve encore plus seuls. Donc, oui, il y a les dictats de la société aussi, mais je pense qu'il faut désacraliser le couple et l'amour et se dire aussi que, en fait, on a toute la vie pour rencontrer quelqu'un. Alors, je sais, c'est facile de le dire comme ça, mais je m'en suis vraiment rendu compte aussi maintenant. Et ensuite, en allant sur les applications, un troisième conseil que je peux donner, c'est vraiment ne pas attendre quelque chose, en fait. C'est pas l'application, ça va pas venir sauver votre vie amoureuse. C'est un plus pour rencontrer des personnes parce qu'on n'a pas l'occasion de les rencontrer dans la vraie vie, mais c'est pas une solution miracle, en fait. Donc voilà, je pense que c'est les 3 conseils un peu que je peux donner. Bon, je peux t'embaucher parce que je suis totalement d'accord. Mais ça a mis du longtemps. Enfin, j'ai mis du temps à faire ce cheminement mental, en fait, pour me rendre compte de certaines choses. Et pareil, changer, c'est très dur. Moi, j'ai des copines qui sont encore bloquées dans leur schéma et qui n'arrivent pas à changer, en fait, ni à changer ou alors qui font un déni sur ces schémas. Qui sont en mode, oui, mais non, c'est pas toujours pareil. Non, mais en fait, si, des fois, on se rend compte que c'est quand même pareil sur certaines choses, quoi. Oui, ce travail d'introspection, on ne peut pas y échapper parce que c'est vraiment, comme tu as dit, même tu vois, le cerveau reptilien, en fait, il fait que tu es attiré par des modèles que tu connais, en fait. Donc, c'est vraiment, j'ai enregistré un modèle et je vais vers presque ce qui me fait du mal, ouais. Wow. Et selon, en fait, comment tu l'as enregistré, enfin, moi, j'utilise une approche par le corps. Au moment où tu es attiré par la personne, il y a cette partie de cerveau rationnel qui sait que j'ai pas envie d'aller vers là. C'est ça, mais qu'on y va quand même. Ouais, je vois tout à fait. Parce que c'est pas sauvé dans ce cerveau-là, c'est sauvé dans l'autre. Ah, d'accord, c'est très intéressant parce que tu vois, ça, je ne savais pas au niveau scientifique qu'est-ce qui se passe en fait. C'est juste quelque chose que tu observes pour toi en fait et sur d'autres personnes aussi. Mais oui, j'explique ça si jamais dans l'épisode 3 de mon podcast, si ça s'intéresse. D'accord, avec plaisir. Ouais. C'est assez long à expliquer, donc je renvoie toujours au même. Merci infiniment pour tes conseils. Je trouvais que le conseil aussi de désacraliser l'amour, moi je dis toujours, c'est toujours une cerise sur un gâteau. C'est exactement ça, une cerise. On est des animaux sociaux, c'est normal qu'on ait envie d'être avec quelqu'un, mais plus on arrive à considérer ça comme ça, plus aussi ça fait que son couple puisse aller dans la durée parce qu'on a des attentes qui ne sont pas irréalistes en fait. Exactement, c'est ça. Et alors après, comme tu dis, je sais que c'est dur dans notre société aujourd'hui de se dire « Ah non, c'est juste un plus ». Parce qu'il y a toujours un moment où on arrive dans notre vie, on a un boulot stable, on a des amis et il manque quelque chose en fait. Mais je pense qu'il faut aussi réussir à s'épanouir. En fait, oui, ça sera toujours mieux avec quelqu'un, mais on peut s'épanouir aussi seul avec ses propres passions, ses propres activités. Et c'est ça en fait qui est important. Oui, et puis on peut aussi des fois s'ennuyer quand on est dans son couple. Tout à fait. Donc, pas que le couple, c'est pas un terrain d'animation obligatoire en fait. Non. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est aujourd'hui, maintenant que je suis en couple depuis longtemps.
Et que j'ai été célibataire aussi pendant très longtemps, à galérer, à vraiment avoir des histoires horribles. C'est drôle parce que maintenant, je me dis, en fait, tu peux être en couple et être bien, mais à tout âge, c'est pas. Et pareil, tu peux aussi être en couple et avoir des difficultés. C'est pas parce que tu es en couple que tout d'un coup, ta vie, elle est géniale, elle est facile, tout va bien. Mais c'est drôle parce que c'est ce qu'on a tendance à penser et c'est un peu ce que la société nous renvoie aussi, je trouve. Oui, moi je dis toujours, quand tu es célibataire, c'est 50-50, donc c'est 50 sympa et puis 50 peut-être des choses un peu plus difficiles, mais en couple, c'est pareil en fait. C'est ça, tout à fait, exactement. La vie, elle continue. Bien sûr, mais on s'en rend pas forcément compte quand on est célibataire parce qu'on veut atteindre ce palier. Exactement. Et après, une fois qu'on atteint ce palier, il y a d'autres problèmes qui émergent. Hein. Exactement. Ouais, non, mais c'est très vrai. Merci en tout cas beaucoup pour ton témoignage qui, j'espère, aidera beaucoup de personnes à revoir leur utilisation s'ils se sentent en train de déraper. Et puis, je vous incite vraiment à acheter le livre Factice parce qu'il est vraiment super. Bravo en tout cas pour ce très beau livre que tu as fait. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et puis, pareil, ensuite, si des personnes écoutent le podcast et ont des questions ou s'il y a d'autres choses à approfondir, vraiment, n'hésite pas et n'hésitez pas aussi. Oui, vous retrouvez Anna sur Instagram sous Relations Textuelles. Merci beaucoup, Sandy. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.